Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette petite conférence autour du café de foresterie. Jacques Chambrion, bonjour. Bonjour. Alors, un petit mot pour vous présenter. Ses études de géographie l'ont conduit en Éthiopie pour son mémoire de master sur les cafés éthiopiens. Ensorcelé par le pays, il importe ensuite le café vers le marché européen au sein de l'entreprise Mbessa, avant d'être recruté par un de ses clients, Belco, pour ouvrir une agence à Addis Abeba, où il développe depuis une nouvelle façon d'acheter. Le sourcing et le respect de l'environnement sont ses deux passions. Jacques Chambrion est le spécialiste français de l'agroforesterie dans le café. Merci de nous rejoindre, Jacques. Ah, merci. Alors, le café de forêt, c'est une marque déposée par Belco. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi Belco a-t-il déposé une marque café de forêt? Alors, à la base, ça partait de notre connaissance du terrain. On s'est rendu compte en Éthiopie qu'il y avait une façon particulière de travailler, assez spécifique au pays. Et donc, on a décidé de mettre ces systèmes agraires en valeur dans notre démarche commerciale. Simplement, pour résumer le concept de café de forêt, en Éthiopie, les producteurs utilisent des forêts existantes comme cadre de culture à la caféiculture. Alors on rappelle que déjà l'Éthiopie c'est le berceau du café et que c'est à l'état naturel que le café pousse en forêt. Voilà, donc c'est une donnée importante. En Éthiopie on a des vrais terroirs de café, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine naturel botanique associé à des pratiques de culture anciennes et traditionnelles. Voilà. Et donc à partir de là on peut parler de terroir, c'est-à-dire que ce sont des hommes sur un espace, sur un espace. Et donc, on a constaté dans notre travail de sourcing, en rencontrant les producteurs, on a constaté des pratiques agraires assez spécifiques qui utilisaient les forêts existantes comme cadre à la culture. Et donc, on a observé ces parcelles, on n'est pas les seuls, hein, c'est quelque chose de connu. C'est conceptualisé comme semi-forêt dans la recherche. Et donc, c'était pour mettre en avant cette spécificité qui est bonne pour la nature, pour la biodiversité, pour le... Donc quand Belco découvre ce café, redécouvre ce café de forêt en Éthiopie, ça n'existe plus qu'en Éthiopie ou ça existe sur d'autres endroits sur Terre? Alors c'est une question assez complexe, mais on peut quand même dire qu'en Éthiopie, c'est le seul pays au monde où on associe des terroirs au sens où des hommes sur un espace, des pratiques sur un espace. Et donc on a tous les éléments qui font le terroir. On a le patrimoine botanique, les variétés, les forêts sauvages de caféiers, où on a dans la nature, il y a 150 variétés identifiées et puis 35 distribuées aux producteurs. Quand on compare ça aux variétés qui circulent dans le monde, on est entre 30 et 40, quoi. Ça veut dire que l'Éthiopie détient la plus grande sorte de variété vivante au monde. Oui. En milieu naturel. Oui, c'est un réservoir gigantesque. Fabuleux. Voilà. D'accord. Et donc toutes ne sont pas identifiées, il y en a probablement des milliers. Voilà. Donc le café de forêt, c'est l'Éthiopie, ça j'ai bien compris. Comment Belco décide de faire de ce café de forêt une marque? Et pourquoi? Alors on a beaucoup réfléchi à l'époque. On a fait le choix d'une marque parce qu'on ne voulait pas que ce soit un label. On ne voulait pas, comment dire... énième label. Voilà. Et aussi, c'était un moyen d'être clair, c'est-à-dire que c'est une marque, c'est une pratique commerciale. On ne cherchait pas à privatiser une démarche ou le vivant. Donc c'était vraiment pour être clair d'emblée. L'objectif de cette marque, c'est la promotion de pratiques agraires originales. Donc de variétés, de pratiques agraires, voilà, de savoir. De savoir-faire, qu'on estime, nous, vertueuses et bonnes pour l'environnement, mais aussi bonnes pour la tasse. Et ces systèmes agraires vont produire des cafés très spécifiques qui vont aussi se retrouver chez les torréfacteurs artisanaux ou les PME de torréfaction pour produire des produits, pour offrir des produits différenciants. Donc ça veut dire qu'au niveau goût, le café de forêt a un goût très spécifique que l'on peut reconnaître comme
comme on va dire dans un terroir français par exemple? Alors justement, là, c'est intéressant parce qu'on est en train de travailler dessus. C'est-à-dire pour affirmer ça, il faut faire un peu de recherche. C'est de la géosensorielle. Ça s'est fait beaucoup dans le vin. Et dans le café, on est quand même... c'est le genre de recherche qu'on voit pas trop. Et nous, on a commencé ça chez Belco cette année. L'idée, effectivement, on part de l'hypothèse un peu du lieu commun. Tout le monde dit que les cafés éthiopiens ont une signature assez forte, une complexité, voilà, ils sont très typés et la qualité moyenne est très, très élevée. Et donc, partant de ce constat-là, maintenant, il faut montrer le lien entre les systèmes agraires et la tasse. Ça paraît évident qu'il y a un lien, maintenant, il faut le prouver. Et ça, c'est de la science, c'est de la géosensorielle. Et donc, voilà, on travaille là-dessus. Donc, on pose l'hypothèse, on en est convaincu. Maintenant, on espère que ça va se démontrer. Alors, le café de forêt, pourquoi on s'y intéresse et quels sont les bénéfices d'un café de forêt, enfin de l'agroforesterie dans le café? Est-ce que ça a des bénéfices pour l'environnement, pour l'homme? De quoi on parle exactement? Alors, de notre point de vue, il y a un double bénéfice pour l'environnement et pour l'homme. Enfin, ça paraît évident, c'est lié. D'abord l'environnement. D'abord l'environnement. Donc, l'intérêt d'associer, d'un point de vue général, d'associer des arbres à la culture, quelle qu'elle soit, bah, c'est bon pour les sols, c'est bon pour l'humidité, c'est bon pour Alors, comme on n'a pas forcément des experts ici, quand tu dis c'est bon pour les sols, est-ce que tu peux nous donner un exemple à chaque fois? C'est bon pour les sols, pourquoi? Dans l'absolu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, un arbre qui est associé à une culture, par exemple, il va fixer de l'azote dans le sol. Il va produire de l'humus par les feuilles qui tombent, et donc l'humus, ça va rentrer dans un engrais naturel. Oui, ça va rentrer dans la composition de la couche arable, qui est un complexe argilo-humique, de l'argile plus de l'humus. D'accord. Voilà. Et donc pas d'engrais, pas besoin. Pas besoin d'intrants. Les sols sont riches, ça produit des sols riches et adaptés à la culture caféière en termes de pH, par exemple. Il y a des recherches qui ont montré qu'on arrive dans les forêts éthiopiennes, les forêts d'altitude humide éthiopiennes, on observe des pH qui sont, comme par hasard, idéales pour la culture du café. Alors, ça n'a pas l'air... C'est peut-être une question tout à fait ingénue, mais nous, enfin, en Occident, on a la vision d'un café qui pousse au soleil, parce que c'est un fruit, la cerise. Donc, est-ce que le fait d'être sous un ombrage, est-ce que ça empêche la cerise de pousser vite, ou est-ce que ça a une incidence sur le développement du fruit? Évidemment que la lumière, l'ombrage, ça a une incidence sur les maturations. Après, il y a des variétés. En Éthiopie, ce sont des variétés naturelles, sauvages, qui sont des variétés forestières. Donc, elles ont besoin d'ombre. Voilà, elles ont besoin d'ombre pour pousser. Dans d'autres milieux, il y a des variétés qui ne supportent pas l'ombre. Il y a un point important, c'est que ce sont des systèmes agraires paysans, et donc ils ne sont pas entièrement tournés vers une logique productiviste. C'est-à-dire que l'enjeu pour un producteur, c'est pas forcément d'avoir des rendements maximum. C'est un arbitrage, par exemple pour sa force de travail, c'est un arbitrage entre sa culture de café, ses cultures vivrières. Et donc le producteur, le paysan, va faire le choix de mettre l'accent sur sa parcelle de teff ou d'N7, plus que sur le café. Et donc si le rendement n'est pas maximisé dans sa parcelle, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire, ça veut dire que... C'est son choix. C'est son choix. Donc ça, c'est le premier point. Donc cette démarche de ce contexte de polyculture va favoriser aussi sa survie. Sa survie, et surtout ça va. Alors on fait plein de raccourcis, on va vite, mais ça va aussi jouer sur la qualité des cerises. Si vous poussez un arbre à produire un maximum de fruits, l'arbre ne va pas être capable de nourrir de façon qualitative l'ensemble des cerises. On observe ça dans le vin, dans les meilleurs vignobles, on accepte de mettre des grappes par terre pour avoir des fruits de qualité, quoi. Donc ça, c'est un point important. Donc en fait, on ne demande pas le maximum à la plante, ce qui fait qu'on lui permet une vie plus longue. Plus longue, avec des fruits de meilleure qualité. Voilà, d'accord. Et pour faire écho
à ce que... Enfin, j'ai observé, j'ai écouté hier certaines conférences, et il y a un point très important qu'on peut souligner là, parce que souvent dans les grosses machines, que ce soit de coopération, d'ONG ou des multinationales, on a cette idée qu'on va maximiser les rendements. On va se trouver la variété magique qui va... On entend même qu'il faut doubler les surfaces agricoles Voilà. de café pour combler la demande croissante de café. Et ça, donc là, la logique, elle est complètement différente. Voilà, la logique est différente. Et c'est vraiment important de partir d'un échange avec les producteurs, avec les communautés locales, pour savoir ce qu'elles veulent faire, pourquoi elles font du café, et pas leur imposer, je sais pas, une façon de travailler qui va favoriser une augmentation des rendements, une augmentation des parcelles, et qui au final sont contre leurs intérêts. Ça veut dire que le paysan éthiopien, il garde la main sur ses choix de vie, ses choix de culture. Voilà, ça peut paraître surprenant parce qu'il y a beaucoup de... On entend une petite musique, il y a beaucoup de... Le fait qu'il travaille de façon traditionnelle, souvent on entend qu'il faut moderniser, voilà. Et donc on oublie un peu et on retombe dans le schéma où il y a des normes produites au nord qui sont imposées à des communautés au sud et pas forcément pour leurs intérêts. C'est l'intérêt de l'industrie parce qu'il faut du volume, il faut un produit standardisé et il faut des prix bas. Voilà, ça c'est l'intérêt de l'industrie. Oui. L'intérêt du producteur en Éthiopie qui a un demi-hectare, un hectare de caféier, c'est pas ça. Lui, il va devoir créer de la valeur. De toute façon, il produira jamais assez de café pour gagner de l'argent dans ce contexte-là. Lui, il va devoir créer de la valeur sur ses cerises. Et sur la qualité. Voilà, sur la qualité des cerises. C'est son seul levier d'une certaine façon. Alors après, il peut jouer, il va aussi travailler sur les rendements. Enfin, il ne faut pas être caricatural, mais c'est un arbitrage. Il faut bien avoir ça en tête. Voilà. En termes de travail du caféier en agroforesterie, est-ce que ça complique la cueillette, la culture Non. Alors je dirais que pour les cueillettes manuelles, c'est plutôt pas mal. Parce que si on a de l'ombre, ça veut dire qu'on travaille à l'ombre. Déjà, c'est quand même plutôt agréable. Non, ça empêche toute mécanisation, ça c'est sûr. Donc on est forcément sur... On est sur des cueillettes manuelles, on est sur des... Voilà, donc non, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt bon pour les gens qui travaillent. Alors, l'agroforesterie, c'est meilleur pour le goût, c'est meilleur pour la biodiversité, c'est meilleur pour les sols, c'est meilleur pour l'homme. Est-ce que ce modèle supposé idéal, est-ce qu'on peut le transposer ailleurs, dans d'autres pays? Et si oui, à quelles conditions? Alors transposer, c'est toujours... c'est pas pour moi, c'est pas une bonne démarche. C'est plutôt adapter. C'est justement pour ça que je te pose la question comme ça, parce que je sais que tu parce que vas imposer ça. Il faut adapter peut-être un système, une façon de travailler à d'autres espaces, à d'autres milieux. Parce que la réalité, même entre le Kenya et l'Éthiopie, le quotidien d'un producteur est complètement différent. Le pays, le niveau de développement du pays, les attentes d'un producteur kenyan et éthiopien sont différents. Le climat est légèrement différent. Donc tout l'enjeu, ça repose sur des pratiques très localisées et qui reposent sur des savoir-faire paysans, sur une connaissance de la flore, sur une connaissance du climat. Pourquoi je vais sélectionner telle essence et pas telle autre? Ça, c'est vraiment quelque chose qui repose sur des savoir-faire locaux. Voilà. Il n'y a pas de recette magique. Je ne peux pas faire une recette pour finir en disant si vous plantez tel arbre, tel arbre, ça va marcher. Non, la démarche, c'est où je suis et comment j'adapte ce système au lieu où je me trouve. Est-ce que pour autant, même si on ne veut pas faire un copier-coller forcé, est-ce que pour autant, Belco, vous favorisez le dialogue entre paysans où il y a une espèce de transmission de savoir ou de transfert de savoir-faire agraire? On essaye, on pousse vers... nous, c'est des choses auxquelles on croit, donc on essaye justement de pousser pour ce type de pratique. Donc effectivement, on a un réseau de fournisseurs dans beaucoup de pays et on a les agences maintenant en Éthiopie, en Colombie et au Salvador. Et donc on a le réseau, on a la possibilité de mettre en réseau différents producteurs qui ne se seraient peut-être pas parlé ou pas comme ça. Qui ne se seraient sûrement jamais rencontrés. Voilà, donc on travaille là-dessus.
Et ça marche? Il y a des beaux exemples de réussite Alors on est au début d'un processus, hein. La marque a 5 ans. L'agence en Éthiopie a ouvert en 2015. Mais on sent les choses bouger, notamment au Kenya. Il y a un producteur avec qui on travaille depuis plusieurs années qui évolue dans sa démarche, qui a commencé à changer de modèle. Et modestement, hein, parce que c'est pas nous qui prenons la responsabilité des choix agricoles faits par les producteurs. Mais on met notre pierre à l'édifice en essayant de... Alors on a une équipe d'agronomes, on a des gens, on a un département qualité qui est très fourni, on va dire, en compétences, voilà. Et donc du coup, nous on peut venir en soutien à ces gens-là pour partager de l'expérience, pour mettre en relation différentes personnes. En Éthiopie, l'avenir du café de forêt, de l'agroforesterie, il est plutôt assuré, plutôt radieux, plutôt stable, ou est-ce qu'il va décliner? Alors, en Éthiopie, pour parler d'Éthiopie précisément, on a 2 grands modèles de culture qui sont la semi-forêt et le verger. Alors, il faut que tu nous expliques la différence. Alors, la semi-forêt, ça veut dire qu'on plante des caféiers dans une forêt existante. D'accord, donc on vient apporter le café au cœur de la forêt. On rentre dans la forêt, on défriche au sol. D'accord. On va couper un peu d'arbres pour apporter de la lumière. Et ensuite, le producteur va planter des caféiers dans ce cadre-là. Le choix des arbres qui vont rester, ça va se faire parce qu'ils vont bien cohabiter avec le caféier. Il va y avoir des interactions bénéfiques pour l'ensemble du système. Et puis aussi, il y a un choix. Le choix, il est dicté par exemple, si je veux faire du miel, je vais garder des essences mellifères pour avoir des fleurs toute l'année et donc du miel toute l'année. Et donc des caféiers, et donc un café avec un peu des arômes de miel, ou ça n'a pas d'impact? Je pense pas que ça ait d'impact. Non, je te pose la question. Non, par contre, c'est sûr que s'il y a des abeilles, pour la pollinisation, ça a des effets bénéfiques sur le fruit, l'impact, parce que si on vient planter des cafés et qu'on retire des plantes, forcément qu'on enlève un peu, un minima de plantes et qu'on coupe un peu d'arbres, l'impact là, il est mesuré. Il y a des articles, il y a des estimations. On estime qu'entre une forêt sauvage type réserve ou on va dire vierge, j'aime pas trop ce mot-là, mais parce que la forêt, c'est toujours un espace, c'est un espace où il se passe plein de choses. Hein. Il y a de la cueillette, de la chasse, enfin bref. Un milieu sauvage et un milieu planté, on estime qu'on perd à peu près 50% de biodiversité. Wow. Voilà. Sans en plus agir négativement sur le milieu. Disons que c'est une perte, mais il faut savoir que ça pourrait être bien pire. C'est-à-dire que si on déforeste, si on déforeste pour planter sûr, du maïs, du teff ou du blé, là, il n'y a plus rien. Là, on perd 100% de la biodiversité. L'intérêt du café dans ce genre de milieu, ça rend productif la forêt et la forêt va générer de la valeur qu'elle ne générait pas avant et ça va la protéger. La difficulté, c'est qu'on a ce système-là et puis ensuite on a le verger. Oui, le verger, c'est aussi en agroforesterie, mais là, tout est planté. Et on a beaucoup moins de biodiversité sur la parcelle. Donc c'est à l'inverse, les cafés existent et on apporte la forêt. Non, tout est planté. Les caféiers. C'est ça. Et alors après, ça va être, par exemple, avec de l'Enset, qui est le faux bananier, qui sert à faire une sorte de galette, avec des essences comme le cordia, qui sert à faire des meubles. Donc ça, on vient les planter. Donc ça, c'est planté par le producteur. Dans les plantations de café existantes. Voilà, dans les plantations de café. Et ça marche aussi bien? C'est de l'agroforesterie, donc on retrouve une partie des bénéfices de l'agroforesterie. Par contre, évidemment, là, on perd encore de la biodiversité. Et on peut penser que Est-ce qu'on n'en ramène pas en plantant? On va dire que c'est un moindre mal. Ça compense. Ça compense. Mais entre la semi-forêt et le verger, on a encore une perte. Donc on a déjà perdu 50% et puis on perd encore, je dirais, 50%. Donc pour en revenir à la question, quel avenir sur l'agroforesterie? Tu penses que pour l'Éthiopie, l'agroforesterie, il y a de l'avenir ou il faut protéger? Alors il y a de l'avenir, mais il faut être proactif sur la gestion de la canopée. Il faut aussi qu'on arrive à créer suffisamment de valeur pour rendre ces espaces intéressants pour les producteurs. Donc ça, c'est un enjeu clé, la création de valeur. Le prix du café, c'est vraiment important. Oui. Donc il faut le faire savoir.
Il faut le faire savoir. Et il faut nous le raconter à nous, les consommateurs. Donc nous, ça c'est notre travail, d'apporter toutes les données, les informations qui vont avec le café, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi ce café est à ce prix-là, pourquoi on arrive à cette tasse-là. Du coup, ce que tu viens de dire, comme on a suivi en fait tout le process et qu'on comprend l'intérêt et pour le producteur et pour l'environnement en Éthiopie, ça va déséquilibrer en fait le procédé et ça risque d'avoir un effet pervers. Donc en gros ma question c'est, est-ce qu'on va plein pot sur le café de forêt éthiopien si on aime le café éthiopien, ou est-ce qu'on se dit on y va un peu mais on n'y va pas too much parce qu'on veut quand même ne pas déséquilibrer l'offre et la demande? Alors, c'est compliqué, je sais. Je vais répondre un peu à côté. En fait, quand on a créé la marque, on était un peu des bébés et on était un peu extrémistes, on va dire. On s'était dit, c'est une marque qui va vraiment accompagner les cafés de semi-forêt avec plus de 10 variétés à l'hectare, etc. Donc ensuite, il y a eu tout un cheminement. Il y a eu aussi des personnes nouvelles qui se sont occupées de cette marque-là, que ce soit côté marketing et puis côté produit. Donc moi, j'ai pris un peu de distance aussi. Et donc là, dernièrement, le cahier des charges a été refait avec l'Association française d'agroforesterie pour la partie technique, on va dire. Le côté marketing, ils ont sorti un nouveau logo, ils ont sorti des nouveaux slogans, des nouvelles façons de communiquer. Et donc, ils sont arrivés un peu à la conclusion. Et, il faut un peu marquer différents niveaux d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'agro... Il y a les semi-forêts avec plus de 10 essences d'arbres à l'hectare, avec une préservation assez élevée de la biodiversité, avec tout ce qu'on peut dire. Mais il y a aussi des gens qui travaillent en agroforesterie qui ne rentrent pas dans cette définition-là, mais qui aussi ont une démarche qui... Et donc on a 3 niveaux, on a identifié 3 niveaux d'agroforesterie. Et à chaque fois, on vient expliquer ce qui se passe dans la parcelle. Donc, du coup, ça influence sur la qualité du café et sur le prix ou pas du tout? Alors, sur la qualité, ça, faut le démontrer, comme je disais tout à l'heure. A priori, oui, mais voilà, c'est pas le seul acteur qui rentre dans l'évaluation de la qualité. Voilà. Et donc la qualité, oui, la biodiversité, évidemment, il y a un impact, mais ça reste de l'agroforesterie au sens où on va associer un arbre à des cultures productives et cet arbre n'aura pas de fonction productive directe. On l'intègre parce que, à la base, c'est parce qu'il est là, en fait. Ou alors pas mal. Voilà. Et donc voilà. Et donc il y a ces différents niveaux d'agroforesterie qui nous permettent d'identifier différents types de pratiques. Et qui sont tout aussi... On n'est pas dans une démarche de bien ou de mal, hein. C'est aussi de coups de projecteur sur ce qui se passe. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais... Si, tu as pas mal répondu. Alors moi, ce que je te propose, on a encore une quinzaine de minutes ensemble. On peut ouvrir aussi la discussion au public si vous avez des questions, si vous avez envie justement d'en savoir plus et de... Questions? Pas de questions? Les cafés éthiopiens? Café de forêt, est-ce qu'on parle aussi de café sauvage? Endémique, récolte, on passe dans la forêt, on récupère ce qu'il y a? Pas du tout. Non, c'est pour ça que d'un point de vue dans les articles scientifiques, ils parlent de semi-forêt. C'est-à-dire que c'est pour le semi, il vient un peu évacuer l'aspect sauvage. Et en fait, le côté sauvage, personnellement, je trouve que c'est aussi quelque chose de... Quand on réfléchit à tout ce que ça... Symboliquement, ce que ça apporte, un café sauvage en Afrique, c'est exactement le contraire de ce qu'on essaye de montrer. C'est un café avec des pratiques agricoles sophistiquées, complexes. Et justement, Parce que ça a de la valeur. Le fait de dire qu'il y a un savoir-faire humain, ça a plus de valeur que de dire que c'est... je pense, ouais. Et puis on sort aussi des clichés, la flic, la sauvagerie, le tam-tam. Voilà, ce qu'on veut plus trop voir aujourd'hui. Donc les forêts sauvages de caféiers, ça existe en Éthiopie. Mais souvent, ce sont des réserves. Alors les gens peuvent avoir un droit de cueillette. Mais ce n'est pas des cafés que nous, on va commercialiser. C'est des cafés qu'on va retrouver en local. Ça fait partie des 150 variétés dont tu parlais, mais qui ne sont pas toutes exploitées,
Puisqu'il y en a que 35. Alors les 150 identifiés, mais il y en a probablement des milliers. Alors moi, D'accord. je ne suis pas un expert de ça, il y a des gens qui passent leur jour. Mais voilà, oui, ça fait partie de ces variétés-là. D'accord. Ouais, donc, Question? non. Bonjour, est-ce que vous développez le café de forêt dans d'autres pays? Bonjour. C'est en cours. Alors lesquels, du coup hein on veut en savoir plus. On a des pistes en Colombie, dans D'accord. certaines régions de la Colombie. Donc du coup, alors excuse-moi, on ne connaît pas forcément tous la géographie en Éthiopie. L'Éthiopie, c'est quoi? C'est des montagnes, c'est des plaines, c'est quoi? Les cafés de forêt, c'est des cafés en altitude ou... C'est des cafés en altitude. Donc ça veut dire que quand tu parles de la Colombie, on parle des Andes, ça veut dire qu'il y a un climat, enfin une topographie un peu similaire? Alors pas du tout. la topographie, j'ai envie de dire que le fait que ce soit des montagnes, c'est pas tellement important, C'est pas ça, c'est d'accord. l'altitude. D'accord. En fait, c'est le caféier, ça pousse naturellement dans des forêts ombrophiles, c'est-à-dire humides, d'altitude, en Afrique de l'Est. Voilà. Et donc en Éthiopie, même bien sûr, maintenant c'est des parcelles plantées, etc. Donc on est dans ce contexte-là. La semi-forêt, c'est ça. On utilise la forêt ombrophile d'altitude pour planter des caféiers. En Colombie, on peut retrouver des choses similaires. Donc évidemment, la forêt colombienne est différente de la forêt éthiopienne, ce que je disais tout à l'heure. On va pas rechercher les mêmes essences. Évidemment. Voilà, donc c'est pas sûr. mais on va retrouver un contexte similaire. Donc de l'altitude, de la pluie et des forêts. On pourrait faire la même chose au Pérou ou pas du tout? Oui. Dans A priori, oui. Après, ça dépend. On a deux contraintes, c'est-à-dire qu'il nous faut un milieu. Il nous faut un espace, une forêt et des pratiques. Donc il nous faut des gens qui développent des pratiques agraires particulières et il nous faut un contexte botanique, végétal particulier. Si on réunit ces deux ingrédients, ça marche. Ça marche. S'il manque quelque chose, ça marche pas. On peut pas apporter le modèle comme ça en disant voilà, c'est pas miraculeux. Voilà. Des questions? Bah voilà, je savais que vous alliez avoir une question. Je voulais savoir s'il y a un lien entre les arbres et puis le café. Si par exemple certains arbres vont favoriser la pousse du café par rapport à d'autres, un peu comme les permacultures, ce genre de choses. Bonne question. Par exemple, l'azote, c'est identifié comme un élément déterminant pour la qualité du fruit. Ça, c'est prouvé sur les taux de sucre, l'impact sur les taux de sucre. L'intérêt d'avoir des arbres autour, on va sélectionner des essences qui fixent de l'azote, par exemple. Et ils vont le fixer de telle façon que c'est pas comme si on vaporise de l'azote, on épand de l'azote. C'est tous les jours, voilà, ça distille tous les jours et donc ça permet au sol d'absorber cette quantité d'azote. Il n'y en a pas plus que ce qu'il en faut. Quand on répand de l'azote, le risque c'est de minéraliser les sols, c'est-à-dire qu'on épand plus que ce que le milieu est capable d'absorber. Donc il y a un intérêt effectivement direct pour la qualité des fruits, pour la santé de l'arbre. C'est une barrière contre les maladies. Voilà. Aussi, ça permet de gérer les taux d'humidité de façon positive. Donc, on apporte les caféiers dans ce genre de système manquent pas d'eau en général. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, c'est assez clair. D'autres questions? Oui. Non, je pense que voilà, en fait, vous allez débattre avec Jacques direct. Et du coup, vous rajoutez des engrais en plus? Oui, là, attendez, vous avez dit des gros mots là. Je vous reprends le micro là. On ne parle pas engrais avec Belco. Non, en général, il n'y a pas d'engrais. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est les arbres qui vont fixer de l'azote par les feuilles qui tombent. Pour l'humidité, c'est pareil. La gestion de l'humidité, il y a des arbres, par exemple, qui font de l'ascension hydraulique, c'est-à-dire qu'en période sèche, ils vont aller chercher très profond dans le sol de l'eau qu'ils font remonter en surface. Voilà. Donc en général, de toute façon, c'est pas en Éthiopie, pour parler de l'Éthiopie, 95% des producteurs ont moins de 5 hectares. Donc mettre des engrais, des intrants, c'est un investissement qui n'a pas grand sens, quoi. Justement parce qu'ils vont pas être capables de jouer sur le levier rendement pour augmenter leurs revenus, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Mais non, il n'y a pas d'intrant a priori. Moi j'ai une question perso, si tu permets.
sauf si vous avez... Non, pas de question. Tu es géographe, tu as fait tes études en France. Apparemment, tu n'es pas de souche éthiopienne, ou alors tu le caches bien. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé à ce point amoureux de l'Éthiopie? C'est quoi qu'est-ce qui fait que l'Éthiopie est à ce point? Bonne question. Je sais pas. C'est le temps passé dans un pays qui est vraiment très beau, très très varié. Rien que dans les régions caféières, vous avez différentes populations, différentes langues, différentes cultures gastronomiques, etc. Donc je sais pas, c'est vraiment un pays magique, c'était un très beau pays. Enfin, ceux qui sont allés en général, ils sont marqués. Donc c'est aussi progressif, on y va une fois, on y retourne, on a l'occasion d'y retourner, on trouve le chemin pour y retourner. Et du coup, aujourd'hui, tu fais 50% de ton temps en France, 50% de ton temps en Éthiopie ou... Ah non, je suis résident éthiopien. Ah, tu as 100% de ton temps en Éthiopie. Voilà. D'accord, ok. Donc tu es vraiment ensorcelé en fait. Voilà. Ok, ça marche. Il me reste une question. Bonjour, merci. Je voulais savoir d'un point de vue plus humain, au niveau des forêts, au niveau des habitants et des producteurs, est-ce que ça a éveillé un nouveau regard sur la forêt? Est-ce que les gens veulent développer de nouvelles pratiques depuis que vous avez engagé ces démarches? Alors, en fait, ça a un impact. Nous, on a beaucoup d'impact on a un levier économique, le marché, et symbolique. C'est-à-dire que nous, on fait partie des interlocuteurs où, quand on est arrivé, on leur a pas dit « vous êtes des gros ploucs, vous n'y connaissez rien ». Et donc, on a chargé symboliquement, positivement, ce milieu, alors que... encore une fois, on n'est pas sur une démarche morale. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur a donné... On a mis en avant une idée. C'est-à-dire ce que vous faites, c'est très novateur. C'est très intéressant, c'est complexe. C'est novateur, en même temps c'est ancestral. Voilà, mais justement, eux, ils avaient tendance à, comme c'est traditionnel, comme c'est low-tech, comme on dit, ça peut être vu aussi comme quelque chose une pratique aussi soit à éliminer, soit... C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour la modernité d'une certaine façon. Et donc, montrer que finalement, ce qu'ils font, c'est quand même intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le contexte qu'on connaît sur les changements climatiques, on commence à poser un autre regard de toute façon sur ce genre de système. Et il y a des gens qui passaient pour modernes il y a quelques années, passent pour has-been. Et ces gens-là qui pourtant n'étaient pas très riches, pas forcément mis en avant, et puis mis en avant d'une façon... c'est-à-dire que mettre une tronche de producteurs sur un paquet de café, c'est pas très intéressant. C'est mettre la mise en avant de leur pratique, de leur travail, de l'histoire qui va autour du café. Souvent, c'est des fermes familiales, hein, c'est des parcelles, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père qui l'a planté. Donc il y a toute une histoire qu'ils connaissent. Il y a un producteur à Jima qui s'appelle Nazimu, son grand-père a gardé un type d'arbre, une essence particulière qui s'appelle le Carraro en Amérique, et donc qui a beaucoup été coupé, qui peut être en danger dans certains endroits. Donc lui, il l'a gardé, et donc au milieu de sa parcelle de caféier, il y a un arbre centenaire. Il pourrait le couper, gagner beaucoup d'argent avec le bois d'œuvre, mais il le garde parce que c'est son grand-père qui le gardait. Donc il y a une espèce de transmission. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, voilà, c'est des choses, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive, nous, à faire passer d'un point de vue commercial pour que les torréfacteurs, qui sont nos clients, soient capables de le passer aux clients finaux. Et on arrive à se différencier par le haut, quoi. Voilà. Et du coup, ça leur donne la fierté d'avoir protégé ce savoir-faire ancestral. Est-ce qu'ils se rendent compte que pour nous, avec nos yeux d'occidentaux, on redécouvre une pratique, c'est un peu de la néo-agroforesterie, parce qu'en fait, chez eux, ça ne s'est jamais arrêté. Oui. Alors qu'en fait, nous, on a complètement perdu ce savoir-faire, et aujourd'hui, on a besoin de leur connaissance, oui, technicité, oui, pour pouvoir sauver au moins une partie des cafés de spécialité. Exactement. Ouais, ils s'en sont fiers de ça? Ils s'en rendent compte ou je pense ils que sont pas encore oui, je pense.
nous, on parle à nos clients, on a un discours commercial, marketing, mais on a aussi un discours vis-à-vis des producteurs et on essaye. On reçoit beaucoup de torréfacteurs en Éthiopie. Nous, dans l'agence, cette année, il y a eu quasiment personne. Mais en une année normale, c'est une centaine de clients qui viennent visiter. Donc, ça a forcément un impact. Ils se rendent bien compte que ce qui interpelle en Éthiopie, quand on ne connaît pas l'Éthiopie et qu'on a un peu vu d'autres pays producteurs, c'est vraiment les systèmes agraires qui sont vraiment totalement différents de ce qu'on observe ailleurs. Enfin, non, massivement ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça existe nulle part ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, c'est vraiment... Du coup, on a une dernière question, peut-être. Bonjour, merci. Je me demandais, est-ce qu'il y a des variétés, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des espèces différentes de caféiers, des variétés de caféiers différentes, ou c'est un seul arbre D'après ce qu'il disait, il y en a déjà 150 reconnus. Voilà, il y a des variétés identifiées, il y en a 150 en Éthiopie. Et sont toutes en Éthiopie. Et voilà, et dans le reste du monde, il y a 32 variétés qui circulent, qui sont différentes. Donc c'est vraiment. Donc oui, il y a des centaines de. Alors après, il y a des cultivars, il y a quelques hybrides. Mais en fait, en Éthiopie, quand un problème se présente, le CBD, la rouille ou la démarche du Jima Research Center, qui est un institut de recherche présent dans toutes les régions productrices de café en Éthiopie, c'est d'aller observer dans la forêt sauvage ce qui se passe, observer les arbres qui ont l'air de résister aux problèmes qu'on rencontre, faire un prélèvement, l'identifier, si c'est une nouvelle variété, lui donner un nom, un code, un numéro, et puis après la distribuer parce que cette variété... alors, il y a tout un travail, c'est pas... je fais beaucoup de raccourcis, mais ça prend beaucoup de temps de faire ça. Du coup, en fait, ils ont leur propre laboratoire d'agronomie naturelle au cœur de la forêt. Et donc, c'est intéressant ça, parce que ça fait écho à toute une part il y a une musique qu'on entend un peu partout. Il y a des gens qui vont apporter une solution avec une variété miracle. Donc, il va falloir, ça va coûter des dizaines de millions d'euros, ça va rendre dépendant des agriculteurs, mais c'est pas comme ça que ça marche. La perte de biodiversité est une source du problème. Et la façon dont travaillent les Éthiopiens, c'est ça que ça montre, c'est que comme eux, ils ont un réservoir gigantesque, en fait, probablement qu'à tous les problèmes qui vont se présenter, ils auront une solution. Ils ont gardé les solutions à l'état naturel. Voilà. Donc, alors que nous, en fait, il faut qu'on réinvente à chaque fois pour dominer la nature. Oui, et puis à chaque fois, on arrive avec une perte de biodiversité. C'est complètement mensonger, et les gens qui portent ce discours ne sont pas des imbéciles, ils savent très bien ce qu'ils font, c'est fait pour lever de l'argent. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas régler tous les problèmes avec une variété. Simplement, ils peuvent collecter énormément d'argent, ils peuvent faire rentrer dans leur dépendance tout un tas de paysans, parce que les semences, ça s'achète, ou ça se distribue, donc si vous voulez, c'est un peu un cadeau empoisonné. C'est un piège, puisqu'en fait, ils vont devenir complètement dépendants à cette variété particulière. Voilà. Et le jour où, malheureusement, il y a un problème, tout l'investissement est perdu. Il faut retrouver une nouvelle pilule miracle qui ne va pas régler le problème. Et donc, c'est quand même très intéressant. Et d'avoir l'exemple de l'Éthiopie, qui est un peu un exemple unique, ça fait réfléchir aux endroits où on a planté le café aussi. Pourquoi il a été planté? Est-ce que c'est normal de trouver du café partout entre les deux tropiques dans le monde? Probablement pas. En Éthiopie, les gens boivent du café, ça fait partie de la culture, ça fait partie de leur quotidien. Donc il y a une logique commerciale évidemment, mais il y a une logique sociétale, symbolique. Il y a une cérémonie, presque religieuse. Voilà. Et dans beaucoup de pays, on a introduit le café. Pour rester en Afrique de l'Est, au Burundi, Rwanda, c'était le colonisateur. Il fallait monétariser les campagnes pour pouvoir prélever de la taxe, une taxe. Voilà, donc on a inventé de la caféiculture où ça n'a jamais existé avant. Voilà. Et puis, en fait, on a forcé les hommes sur place à devenir des caféicultures, chose qui n'avait jamais été avant. Voilà. Et c'est quand même un problème. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver de café en dehors de l'Éthiopie, mais il y a quand même une réflexion de fond. Il y a certaines origines où on peut se poser la question pourquoi il y a du café. Merci.
et pourquoi il est produit de telle façon, quoi. Est-ce que c'est vraiment utile aux hommes, à l'économie et puis à l'humanité en règle générale On va devoir se quitter sur ces bonnes paroles et sur cette découverte de l'Éthiopie. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, chez Belco, vous pouvez aller découvrir les cafés de forêt éthiopiens. On peut les goûter sur place? Oui, il y en a sur le stand. Oui. Après tout ce qu'on vient de faire, si tu me dis non, on ne peut pas les goûter, ça serait très frustrant. Donc ça s'appelle Belco, c'est juste derrière nous. Et merci infiniment Jacques Chambriand d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Merci.